Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et l'on reçoit aujourd'hui Maya Courtois. Bonjour Maya de la rédaction d'Info Migrants. Maya, vous rentrez de Bulgarie. C'est l'une des principales portes d'entrée de l'Europe depuis la Turquie voisine. Le pays vient de rentrer dans l'espace Schengen en mars. Et les autorités bulgares et européennes tentent de renforcer le contrôle de cette frontière pour le moins hautement stratégique. Alors, on va en parler à l'appui d'une photo. C'est un peu la tradition. Vous nous ramenez un cliché du terrain. On va le regarder et puis vous allez commencer par nous l'expliquer peut-être. Oui, exactement. Alors nous avons pris cette photo à Svilengrad. Svilengrad, c'est une petite ville très isolée, située à une dizaine de kilomètres de la frontière turque. Et en fait, c'est le premier point de chute pour les migrants qui viennent de traverser cette frontière hautement stratégique, comme vous l'avez rappelé. Et donc là, ce sont un groupe de jeunes Marocains âgés d'une vingtaine d'années qui sont à Svilengrad depuis seulement quelques heures. Et là, ils cherchent à prendre un taxi pour rejoindre la capitale du pays, Sofia. Et en fait, ils étaient assez soulagés d'être là parce que pour eux, comme pour la plupart des migrants, ce n'est pas simple du tout d'entrer en Bulgarie. Donc eux, notamment, ont subi plusieurs refoulements à chaud. Alors ça s'appelle des pushbacks et c'est illégal au regard du droit international. Amine, le jeune homme que l'on voit à droite de cette photo, lui en a même subi 5. Et tous ces jeunes nous ont dit, à chaque fois, les gardes-frontières nous ont pris notre téléphone, nos affaires, notre argent. Et Amine nous a aussi raconté que les agents avaient tiré en l'air pour leur demander de s'arrêter, de s'asseoir. Il nous a même refait sur ce bout de trottoir la scène. Il fallait s'accroupir, mettre les mains sur la tête. Mais il nous a dit que même malgré cela, les gardes-frontières ont lâché leurs chiens sur le groupe et que 2 de ses compagnons ont été gravement mordus à la jambe et ont même dû être hospitalisés une fois refoulés en Turquie. Voilà, l'histoire de jeunes parmi tant d'autres finalement, puisque cette frontière entre la Turquie et la Bulgarie, on va peut-être revoir la carte, elle est très connue aujourd'hui des ONG qui déplorent ces refoulements violents que vous venez de nous expliquer. Oui, en fait, ça fait des années que les ONG alertent sur cette pratique, sauf qu'en 2023, avec la perspective d'entrée dans Schengen de la Bulgarie, eh bien, la situation s'est encore plus tendue dans cette zone frontalière, vous voyez, entre la Turquie, la Grèce et la Bulgarie, qui est vraiment très stratégique pour l'Europe. Mais ce que l'on constate, en fait, avec Info Migrants, c'est que ces refoulements violents se poursuivent encore aujourd'hui. Voilà, après plusieurs tentatives, finalement, les gens finissent par entrer en Bulgarie. Quel est le profil de ces personnes? Oui, alors déjà pour rappeler sur ces refoulements violents qui sont normalement illégaux, nous avons interrogé Frontex, qui est l'agence des gardes-frontières européens et qui a triplé ses effectifs dans cette zone justement en mars après l'entrée dans l'espace Schengen. Et donc Frontex nous assure prendre très au sérieux ce type d'allégations qui visent les gardes-frontières. Ils produisent des rapports d'incidents, ils forment aussi les gardes-frontières bulgares, mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ces refoulements, en effet, les gens parviennent toujours à rentrer au bout de plusieurs tentatives. Et donc ce sont principalement des Syriens, des Afghans, mais aussi des Nord-Africains comme Amine et ses amis. Et cela, ça ne change pas trop ces dernières années. Par contre, il y a une évolution marquante en Bulgarie, c'est que l'on voit arriver de plus en plus de mineurs isolés. Donc ce sont des enfants qui arrivent seuls, sans leurs parents. Nous avons donc par exemple rencontré, voilà, que vous voyez à l'écran, Kanaga et Shazada, qui ont 16 et 17 ans. Ils sont hébergés dans un centre d'accueil en périphérie de Sofia. Alors pour s'y rendre, il faut marcher de longues minutes, traverser une zone industrielle, bon, c'est assez isolé. Et ces 2 jeunes ont quitté donc leur pays, l'Afghanistan, vers 14 et 15 ans, donc très jeunes. Puis ils ont travaillé pendant 1 an à peu près en Turquie, dans des usines, afin de gagner de l'argent et de pouvoir payer leur passage vers l'Europe et vers la Bulgarie. Voilà, ça c'est le trajet qu'il faut emprunter pour rejoindre le centre Le d'accueil centre. qui les prend en charge. Il y a donc beaucoup de jeunes, si on vous suit bien, comme eux, sur le territoire bulgare aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Comme ces 2 garçons, il y a environ 4000 mineurs isolés qui sont entrés sur le territoire bulgare en 2023. Ce sont les chiffres des autorités. Et c'est un record depuis 1996. Donc la plupart de ces enfants sont syriens. Et puis on a ensuite beaucoup d'Afghans comme Kanaga et Shazada. Alors aujourd'hui, ces 2 enfants qui sont en plus isolés sont un peu perdus. Ils nous ont dit on ne sait pas encore si on veut rester ici en Bulgarie
ou bien poursuivre notre chemin vers un pays plus à l'ouest de l'Europe. Voilà, c'est le titre de votre papier qu'on aperçoit derrière vous. Je ne veux pas rester ici. Les mots de ce mineur donc, que vous avez repris, parce que la Bulgarie, finalement, elle reste avant tout un pays de transit, hein. Oui, absolument, que ce soit des jeunes ou des adultes, l'immense majorité des migrants que nous avons rencontrés comptent bien poursuivre leur route vers des pays comme la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne. Le problème, c'est aussi que l'État bulgare ne propose pas vraiment aux migrants de système d'insertion sociale. Par exemple, même quand quelqu'un voit sa demande d'asile acceptée en Bulgarie et qu'il obtient le statut de réfugié, qui lui donne droit de rester 10 ans dans le pays, eh bien, cette personne a 15 jours maximum pour quitter le centre d'accueil dans lequel elle est hébergée. Et en fait, à cette sortie, aucune aide n'est fournie par l'État pour trouver un travail ou bien pour trouver un nouvel hébergement. Donc en fait, l'intégration est presque entièrement prise en charge par une poignée d'ONG qui en plus sont concentrées uniquement à Sofia, la capitale. Ceux qui arrivent avec un visé de travail, est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a davantage de perspectives? Eh bien, pas vraiment non. Je vais vous raconter l'histoire de trois amis indiens qui s'appellent Hans, Ramgarhia et Grewal. Depuis l'Inde, ces trois jeunes avaient repéré un emploi sur LinkedIn, voilà, vous les voyez à l'écran. Donc ils avaient repéré l'emploi sur LinkedIn, postulé, passé un entretien à distance en visio, et puis ils ont décroché un visa de travail, direction Sofia. Alors aujourd'hui, ils font de la manutention dans un entrepôt logistique. On les a rencontrés là-bas, comme vous le voyez, donc dans la banlieue de la capitale. Ils font du 8h, 17h, ils sont payés environ 800 € par mois pour ce travail. Alors, ils sont contents d'apprendre de nouvelles compétences, mais en réalité, Hans et Ramgarhia notamment espèrent bouger dès que possible ailleurs en Europe. Hans, que vous voyez tout à gauche de la photo, lui, il a bien conscience qu'il peut avoir un meilleur salaire dans un autre pays européen, même en restant dans la manutention. Tandis que Ramgarhia, celui que vous voyez au milieu, lui, il a un diplôme de cuisine qu'il a eu en Inde. Et donc, son rêve, c'est de travailler un jour en France ou en Allemagne dans un restaurant. Voilà, ce sont des jeunes qui demandent l'asile en Bulgarie, mais je répète à nouveau, il y a une volonté de partir, de quitter le pays malgré tout, hein. Oui, il y a un paradoxe. Alors, autant eux sont venus avec un visa de travail, donc c'est un peu différent, mais la plupart des migrants que nous avons rencontrés, en effet, certains, beaucoup même, demandent l'asile alors que c'est un pays de transit, comme on l'a dit précédemment. Pour comprendre ce paradoxe, en fait, il faut expliquer comment ça se passe quand on traverse la frontière. Et là, je vais vous donner le cas de Sorab, qui est un ancien militaire afghan qui a fui Kaboul au moment de la chute du régime à l'été 2021. Donc on l'a rencontré à Sofia, mais à l'origine, Sorab, lui, il voulait aller en Suisse. Sauf qu'à peine entré sur le sol bulgare, comme l'immense majorité des migrants, il s'est fait appréhender par la police aux frontières bulgares qui l'a placé dans un centre de détention. Un centre de détention, c'est un centre fermé, réservé aux étrangers en situation irrégulière. C'est un peu l'équivalent des centres de rétention en France. Et pour ne pas y rester des mois et pour ne pas être menacé d'expulsion, Sorab a déposé une demande d'asile dans ce centre. Il nous a vraiment répété « je n'avais pas le choix ». Et effectivement, grâce à ce dépôt de demande, il a pu ressortir libre au bout de 2 semaines. Alors il est tout de suite parti de Bulgarie vers la Serbie, la Croatie, l'Italie, jusqu'à arriver en Suisse. Sauf que sa demande d'asile, elle avait été enregistrée en Bulgarie, hein. C'est ça, dans le centre. Et ça, c'est la loi européenne. Puisque Sorab avait déposé et laissé ses empreintes en Bulgarie, c'est ce pays d'entrée qui est responsable de sa demande d'asile. Donc la Suisse l'a renvoyé ici à Sofia, où on l'a rencontré, en vertu de ce que l'on appelle le règlement Dublin. Alors aujourd'hui, Sofia, il espère évidemment une réponse positive des autorités bulgares à sa demande d'asile, parce que si celle-ci est rejetée, il risque de revenir en centre de détention, d'y être de nouveau enfermé, et cette fois-ci, ce serait pour bien plus de 2 semaines, puisque lorsqu'une personne voit sa demande d'asile rejetée, et donc est sous le coup d'une expulsion du pays, elle peut rester enfermée jusqu'à 6 mois, voire 18 mois dans certains cas, dans ces centres de détention. Comment ça se passe à l'intérieur de ces centres? On a une image derrière vous. Qu'est-ce qui se passe au-delà de ces murs et de ces barrières? Oui, là vous voyez donc le centre de Bousmansi, qui est un des principaux centres de détention du pays, qui se situe en périphérie de Sofia, la capitale. Et les conditions d'enfermement dans ce centre, comme dans les quelques autres du pays, ils sont très durs. Nous avons recueilli plusieurs témoignages, dont celui d'Abdulrahman Al-Khalidi. C'est un activiste des droits de l'homme saoudien, enfermé justement dans ce centre de Bousmansi à Sofia. Son cas est assez médiatisé et connu puisqu'il est menacé d'expulsion vers l'Arabie saoudite depuis 2021, là où il était donc un défenseur des droits de l'homme.
Alors nous n'avons évidemment pas pu entrer dans les chambres. C'est lui qui vous a fourni ces clichés. Exactement, nous avons échangé avec lui par messagerie sécurisée, voilà, par téléphone, et donc il nous a transmis beaucoup de photos depuis l'intérieur du centre de Bousmansi. Donc comme vous le voyez sur les images qui défilent, il y a de la saleté, des insectes, des punaises de lit qui causent parfois des problèmes de peau aux détenus. Et puis il peut y avoir jusqu'à 20 personnes dans une seule chambre. Sauf qu'en plus, les détenus n'ont pas le droit d'aller aux toilettes entre 22h et 7h du matin. Ça, c'est valable dans différents centres de détention. On a recoupé ça avec différents témoignages. Donc les gens font leurs besoins dans voilà, des bouteilles d'eau ou des bidons. Et tout ce que je vous décris là, ce n'est qu'un petit aperçu des différentes formes de violences physiques ou psychologiques qu'on nous a décrites. Malheureusement, les autorités bulgares qui sont en charge du système de détention n'ont pas répondu à nos questions. Une question qui n'était pas prévue, mais sur les conditions de travail, vous étiez donc en reportage en Bulgarie, vous avez appréhendé ces jeunes qu'on aperçoit d'ailleurs visage masqué ou de dos. Je pense qu'il y a une volonté de maintenir cet anonymat. On peut comprendre pourquoi ça a été facile de les appréhender, d'instaurer ce climat de confiance pour qu'ils se livrent à vous. Alors en fait, on les avait rencontrés la veille devant le ministère du Travail où ils venaient justement peaufiner leur visa de travail avec leur employeur. Donc sur le coup, en étant en présence de l'employeur, ils ne pouvaient pas trop nous parler, mais ils nous avaient donné quand même rendez-vous le lendemain sur le site pour nous montrer, voilà, parce qu'ils venaient eux d'arriver 15 jours pour l'un, un mois pour l'autre. Donc ils avaient envie de nous faire découvrir l'endroit où ils travaillaient. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de précautions. Donc on les voit de dos, en effet. Ça, c'est une volonté qui a été témoignée de leur part. Oui, tout à fait. On témoigne, mais à visage masqué. C'est ça. Et y compris les prénoms que je vous ai donnés aussi sont des prénoms d'emprunt, par crainte d'être aussi identifiés par l'employeur, parce que, voilà, notamment sur le salaire qu'ils perçoivent à la fin du mois, ils ont jugé que c'était assez faible et qu'ils aimeraient poursuivre dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Et ça, évidemment, leur employeur n'est pas informé du fait qu'eux aient la volonté de partir d'ici au plus vite. Malgré ces récits difficiles qu'ils vous ont livrés et qu'ils vous livrent, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment chez Info Migrants, il y a encore cet espoir qui domine auprès de ces jeunes. Oui, tout à fait. Alors, chacun vient avec parfois des raisons différentes. C'est soit un cousin qui est en Angleterre, ou bien un frère en France, ou bien on suit un compagnon de route qui, sur la route de l'exil, nous entraîne avec lui vers tel pays. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bulgarie, c'est vraiment la porte d'entrée et que les gens s'imaginent avec un parcours bien au-delà. Après, comme je vous le disais, notamment sur ces jeunes, s'il existait, c'est ce que disent les ONG, un système d'insertion et de protection notamment de ces enfants, dans le système de protection de l'enfance bulgare, peut-être que ces jeunes pourraient rester et essayer de construire leur vie ici. Mais comme ce système est assez défaillant, que les jeunes sont hébergés avec des adultes, ils n'imaginent pas changer leur plan initial. Et comme les adultes, ils poursuivent sur cette route assez dangereuse des Balkans jusqu'aux pays d'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup pour ces récits et ces témoignages. J'imagine que vous allez rester en contact avec eux pour éventuellement revenir nous livrer la suite de leurs aventures.